Bonjour à tous, voilà, moi c'est Anor Winquin, et voici ma mère Marceline Mpemba. Et on est très content de vous faire cette vidéo ce soir. Oui, parce que c'est le soir ici. Déjà pour échanger avec vous et vous parler de nos parcours et de nos différentes propositions, parce que toutes les deux, on est passionnés par le développement personnel, la relation à soi, et on a tous les deux nos branches et nos spécialisations spécifiques qu'on est contente de vous partager dans cette vidéo. Et ensuite, on vous dira quelques mots sur une retraite dans le désert qu'on a appelée Ressourcement, Voix et Présence, qu'on organise du 1er au 8 mars, dans un mois. Et on va vous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on va vous proposer, qu'est-ce qu'on va vivre dans cette retraite. Donc, si tu commençais par te présenter, maman. Oui, moi c'est Marceline Winquin, Mpemba. Donc, je suis infirmière de métier, je suis infirmière, cadre paramédical, somatothérapeute. Mais ça, c'est vraiment des titres allongés, mais qui m'appartiennent, que je dois vous le dire, vraiment. Donc, pour le moment, j'ai une école qui s'appelle Soins et Soins en conscience. Et puis, cette école forme des somatothérapeutes. Donc, il faut parcourir 3 ans et puis après, on est certifié. Et j'ai aussi 2 cabinets à Godine et à Erpan. Ces cabinets, j'accompagne les gens pour d'abord se découvrir soi-même, s'aimer soi-même, être en contact, en connexion avec soi-même pour aller retrouver la meilleure version de chacun de nous. Parce que c'est pas toujours évident. Et je suis vraiment très contente d'avoir que ma fille m'interviewe parce que c'est un peu spécial. Hein? Oui, c'est un peu spécial parce qu'elle dit, mais maman, tu as quand même une vie formidable. Il faut que, une fois qu'on s'interviewe et que je t'interviewe, que tu parles de toi. Voilà, exactement. Voilà. Oui, merci maman. Du coup, comme tu parles, comme tu viens de le dire, je suis toujours en admiration envers ton long parcours et tout ce que tu as fait toujours dans ta vie pour te dépasser, t'accrocher. Tu as vraiment un feu de passion en toi, je trouve, qui t'a amené à accomplir de grandes choses, à aider énormément de personnes, à te soigner toi-même. Ça m'a énormément inspiré aussi pour moi. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton enfance, parce que toi tu viens du Congo et tu as été adoptée et tu as vraiment vécu des choses assez fortes. Donc peut-être si tu nous parlais un petit peu voilà, de ton enfance et ton arrivée en Belgique et voilà, ton parcours. Voilà, mon enfance a été un peu vraiment très chaud, comme on dit. Hein? Dès que je suis née dans une famille de 5 enfants. Et j'étais la quatrième fille, ou la quatrième enfant, quoi, en fait. Et mes parents, je ne sais pas quelle raison, je ne vais pas les condamner, ils ont divorcé très tôt quand j'avais 4 ans. Donc, maman est partie. Ce qui est drôle est que maman a pris 2 enfants pour partir avec. Mais nous, moi et mon frère, mon petit frère, on est restés avec papa. J'avais à ce moment-là 4 ans et demi, et mon frère avait 2 ans. En Afrique, on peut aller jouer avec les gens des voisins et tout ça. Et puis, j'étais partie chez mes voisins, et puis je rentre à la maison, maman n'était plus là, elle était partie avec deux de mes frères, et nous, on est restés. Et là, la vie commence, quoi, en fait. La vie commence sans maman. Et plus tard, dans l'année même, mon papa a épousé une autre femme. Et au Congo, quand une autre femme arrive dans la maison, les autres enfants qui vivent déjà dans la maison n'existent plus. Alors vous imaginez, à 4 ans, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se débrouille? Comment on se débrouille? Alors là, ça commençait la vraie vie à l'intérieur, et comment se débrouiller, et comment... D'abord, les chocs de ne plus voir sa mère, hein,
Et ma mère est partie, vraiment, je n'ai plus de nouvelles d'elle. Plus de nouvelles d'elle. Et papa a changé plusieurs femmes et tout ça. Et tout, voilà. Et à 4 ans et demi, 5 ans, j'étais à l'école. Et puis l'école, d'abord, pour aller m'inscrire à l'école, ce n'est même pas mon père ou ma belle-mère qui est parti m'inscrire à l'école, c'est les voisins, la voisine. Parce que la voisine voyait que j'avais le même âge que sa fille. Et puis il dit, allez, maintenant aujourd'hui, allez s'inscrire à l'école. Elle me prend avec, oh, on est parti à l'école. Elle m'a inscrit. Et elle dit, bon, elle va commencer à venir avec Eugénie. Cette petite fille s'appelait aussi Eugénie. Elle dit, allez, tu viendras à l'école avec Eugénie. On s'est inscrit à l'école avec Eugénie. C'était vraiment une période difficile, mais à ce moment-là, on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend pas compte. Et puis, on a commencé à suivre l'école, troisième maternelle. Et puis, un jour, l'institutrice dit, écoutez, il y a un chef de chorale qui va venir sélectionner parmi les petites filles pour préparer la messe de Noël. Et le chef de chorale est venu. Et alors, on était beaucoup d'enfants à l'école maternelle. On pouvait être à 60. Hein. Au Congo, c'était la vie, c'était comme ça. Alors, le chef de chorale est venu. On a sélectionné les enfants pour dire. Alors, il nous faisait des vocalises pour dire, ah, mais toi, tu vas aller là-bas, toi, tu vas aller là-bas. Vous, on ne vous prend pas et tout ça. Il a bien sélectionné son groupe. Et moi, je suis restée, bon, parce que je suis restée dans la classe. Et puis, le chef de chorale, il partait avec un groupe d'enfants. Et puis, il a interpellé le chef de chorale, l'institutrice a interpellé le chef de chorale et dit, mais la plus petite fille, là, elle chante aussi bien. Il faut vraiment la prendre dans votre groupe. Ils ont fait demi-tour, ils sont venus me chercher. Et là, je suis partie à la chorale, avec tout un grand nombre d'élèves. Et puis, c'était une septantaine d'élèves, comme ça, on est parti. En arrivant là-bas, et on nous a fait vraiment l'entraînement pour chanter, pour commencer déjà à se préparer pour Noël. Et quand le chef de chorale a entendu que j'ai chanté, il m'a dit, mais toi, tu es vraiment spécial, tu chantes vraiment bien. Hein? J'avais quel âge là, 4 ans et demi, 5 ans. Tu chantes vraiment bien. Hein? Alors voilà, les répétitions commencent à s'enchaîner. Un jour, on me dit, en tout cas, toi tu vas chanter a cappella, les jours de Noël, tu dois être vraiment... Ah, on va t'entraîner pour que tu chantes, vraiment que tu entonnes les chansons et que les autres répondent. Et puis comme tu es une petite fille, ça va faire bien à la chorale. Hein? Alors, on m'a entraîné pour chanter 4 ou 5 chansons où je devais entonner et que les autres devaient répondre. Alors, je me suis entraînée vraiment, c'était d'arrache-pied tout le temps, venir à la répétition. Mais moi, j'habitais vraiment presque à 5 km de la paroisse où je m'entraînais. Et j'ai venu à pied avec d'autres, on s'entraînait. Et puis alors, le jour de Noël, avant Noël, donc vers le 23, le 22, le 23, avant qu'on arrive le jour de Noël, j'ai raconté à ma belle-mère que je devais chanter solo. Et puis elle me dit, mais tu vas chanter solo où? Il dit, mais à la messe de Noël. Mais la messe de Noël va terminer à quelle heure? Et qui va t'accompagner ici? Tu n'iras pas à la messe de Noël et puis c'est terminé. Et moi, une petite fille, je voulais vraiment participer à cette messe. Je suis partie dire aux dirigeants de la chorale pour dire, écoutez, je suis désolée, ma belle-mère ne voudrait pas que je vienne chanter à Noël parce que c'est très loin de la maison. Et puis, ma belle-mère est très sévère. Hein. Je lui ai dit. Il dit, mais c'est pas possible. On ne va pas entraîner une autre maintenant. On est le 22, le 23, le 25, il faut chanter. On t'a entraîné pendant 2-3 mois. C'est pas possible. Tu dois chanter absolument. Et puis moi, j'ai dit, mais on va me taper. J'avais peur de ma belle-mère et puis j'avais peur aussi de mon père.
Et puis le chef de chorale dit, en tout cas, on va aller chez le prêtre. Comme ça, on va exposer ton problème pour voir si c'est possible. Parce que là, il n'y a pas moyen, il y a 2 jours, dans 2 jours, on chante Noël. Et on est parti chez le prêtre. Et le prêtre m'avait déjà entendu chanter. On lui a expliqué que je ne serais pas venu chanter. Il m'a dit, mais enfin, c'est pas possible. On va aller chez ton père et ta belle-mère. On va voir ce qu'on va faire. Il faut absolument que tu chantes. On va pas. Qu'est-ce qui se passe? Dans la voiture du prêtre, un autre dirigeant, on part chez les parents. On arrive là-bas. Et puis, le prêtre explique à mon papa et à ma belle-mère que je vais chanter et tout. Il me dit, mais cette fille, elle nous amène tout le temps des problèmes, hein? Tout le temps des problèmes. Mais non, c'est le problème d'aller chanter à l'église, et puis elle s'amène avec un blanc. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et puis le prêtre dit, en tout cas, si vous voulez, elle va chanter, et puis moi je viendrai la conduire le soir. Ah, c'était convenu, il était content, il dit, bon, on va vous prendre, on va te prendre, te prendre et te reconduire à la maison, et il n'y aura pas de problème. C'était convenu comme ça, et puis je suis partie chanter à Noël. C'était... j'ai chanté avec mon cœur, j'ai senti que les anges étaient avec moi. J'ai chanté, et tout le monde disait, waouh, la petite fille chante bien, super, et tout ça. J'ai devenu vedette dans ma paroisse, au fait. Hein. J'étais devenue vedette dans ma paroisse. Et puis j'ai chanté tout le temps, et puis les prêtres, chaque fois, ils me prenaient, ils me reconduisaient à la maison, et puis les autres répétitions au cours de l'année, ils disent, mais tu vas être choriste, il n'y a pas de problème. Alors les autres fois, ils venaient me chercher à la maison, ils me reconduisaient à la répétition. Et puis alors, ma belle-mère, et puis je commençais à dire, parfois quand je suis à la répétition, on a déjà mangé, et puis quand j'arrive, je n'ai plus à manger. Pourquoi? Parce que j'étais en retard. J'étais pas là quand on mangeait. Et puis le prêtre, il voit ça plusieurs fois, et puis il me dit, comment est-ce que tu te débrouilles pour manger? Je lui explique ça, il me dit, ah mais ça c'est quand même terrible, une petite fille. Ce malade de 5 ans, on lui donne pas à manger, c'est quoi ça et tout. Il a remarqué 2 ou 3 fois. Et puis, un jour, il dit, je vais prendre la petite fille pour aller habiter au couvent avec moi, comme ça, il sera tout près de la paroisse. La belle-mère dit, ah bon débarras, comme ça, on ne va plus s'occuper d'elle. On est rentré dans la maison, et puis le prêtre qui me dit, mais prends tes affaires pour partir et tout ça. Et à ce moment-là, j'ai dormi sur un carton. J'ai dormi ce moment sur un carton avec une petite couverture. Je n'avais rien à prendre. Je n'avais rien à prendre. Prendre encore le carton, qu'est-ce que ça allait me faire? Prendre une couverture qui était en l'or, qu'est-ce que ça allait faire? Je suis rentrée dans la voiture et je suis partie chez ce prêtre dans le couvent. Et ce prêtre avait 8 autres enfants qu'il avait déjà pris en charge au Congo, parce que ces enfants étaient aussi des enfants, ou bien des orphelins, ou bien des enfants qu'il a pris comme ça pour les aider. Et je suis arrivée là-bas, tous les enfants de la maison, Marcel, notre petite fille, notre petite sœur et tout. J'étais comme une petite reine. Et c'était la première fois où j'ai dormi dans un grand lit. Ma chambre était préparée. J'ai dormi dans un grand lit. Et je partais à l'école. J'étais comme tous les enfants. Et je venais à ma répétition parce que c'était à la paroisse. J'ai grandi. Ce prêtre, c'est un prêtre extraordinaire. Oui. C'est un prêtre belge flamand du diocèse de Bruges. Il s'appelle Gottfried Wulsteeg. C'est un ange qui est arrivé dans ma vie. Et là, la bonne vie a commencé. Il m'a pris sous sa protection. Il m'a appris à prier. Il m'a appris à espérer. Il m'a appris à vraiment à s'expanser à l'intérieur de moi. Il m'a appris à prier la Vierge Marie. Et puis il me disait, moi je disais, mais comment ça veut dire que toi tu m'aimes? Moi je ne suis même pas ton enfant. Vous voyez, en grandissant, il dit, mais j'étais choisie parmi tous les enfants d'Afrique. J'étais choisie parce que
tu es dans mon cœur. J'étais engendrée. Mhm. Engendrée, c'est-à-dire qu'il m'expliquait que quand une maman est enceinte, il a choisi un homme, tout ça fait, on attend famille, et puis la maman ne sait même pas que l'enfant va venir au monde. Mais avec toi, j'ai vu que c'est cet enfant-là que je voulais. Ça, c'était magnifique et très beau. Donc, j'ai grandi sous la protection de ces prêtres, avec d'autres enfants. Il a protégé chaque enfant. Chaque enfant a étudié. Chaque enfant a prospéré dans la vie. On s'est mariés. Et puis, mes grands-parents belges sont venus au Congo pour nous voir. C'était vraiment très, très sympathique et très, très aimant. Et puis, je vois Mémé, ma grand-mère, ma grand-mère paternelle en Flandre qui disait, mais toi, petite fille, tu viendras une fois en Europe, tu viendras une fois chez moi. Ah, là, on va s'amuser, on va chanter et tout, et tout. Et puis, un jour, quand j'ai terminé mes études, j'étais souvent à l'internat. Parce que notre papa adoptif, il avait quand même beaucoup de choses à faire, à gérer la paroisse, à gérer ses chrétiens, à gérer des réunions et tout ça. On était souvent à l'internat. Et puis quand on revenait pendant les vacances, on revenait dans cette ambiance d'amour. Et puis après, j'ai continué. Et puis après, quand j'ai terminé mes études secondaires, mes 3 ans d'école, j'ai fait des français linguistique africaine. Et puis mon père m'a dit, mais tu peux aller voir Mémé en Belgique. Je suis venue ici en Belgique. Et Mémé, à ce moment-là, était décédée. Mais j'étais accueillie dans une famille plein d'amour. La famille Wölsteg. Ils habitaient à Anzegem. Et là, j'étais là. Et puis après, on m'a demandé d'aller. Je voulais faire école d'infirmière. J'étais inscrite aux 2 Alice, où je suis vraiment rentrée dans les études d'infirmière. J'ai fait mes stages, que j'ai vu que ça me donnait beaucoup de bien parce que je voyais que je transmettais quelque chose de bien. J'ai soigné avec amour, j'ai terminé mes études. Et après, je me suis mariée. Ouais. Parcours intense et inspirant moi je suis toujours très touchée quand je pense à ton histoire parce que je me dis vraiment que tu avais une bonne étoile tout le long parce que tu aurais vraiment pu finir comme plein d'autres personnes qui ont peut-être moins de chance. J'ai l'impression que tu as croisé vraiment les bonnes personnes au bon moment et qu'en plus le fait que tu avais le feu en toi et en plus une bonne étoile certainement, et ben il y a toujours tout qui a fait que tu as pu avancer et que voilà, je trouve ça magnifique. Et donc ensuite, tu es devenue infirmière et tu as eu aussi un parcours assez transformateur parce que tu ne t'es pas arrêtée là. Il y avait encore des choses que tu as voulu dépasser et transformer parce qu'aujourd'hui tu es devenue sonosomatothérapeute. Donc est-ce que tu peux nous expliquer cette transition entre maman Marceline qui est infirmière et aujourd'hui qui est sonosomatothérapeute? Voilà. À cette époque aussi, c'était une époque assez houleuse, je vais dire. Bon, comme moi je m'étais dit d'abord avant de choisir l'infirmière, je m'étais dit à moi-même, je vais aimer mes patients. Je vais prendre le temps de les soigner. Je vais être patiente avec mes patients. Et puis, je vais vraiment déployer ma douceur et mon amour vis-à-vis des patients. Les patients qui ont envie d'être écoutés, d'être touchés, d'être compris dans leur douleur. J'avais ça en tête, au fait. C'est ce qui m'habitait quand j'ai choisi d'être infirmière. J'ai terminé mes études d'infirmière. Voilà. On était sollicité à ce moment-là dans plusieurs hôpitaux. Et j'étais engagée dans une clinique universitaire ici parce que quand je me suis mariée, j'habitais Jambes. Et puis alors là, je me suis dit, ça y est, je vais maintenant déployer toute
tout mon charisme, quoi. Je vais déployer tout mon charisme, tout ce que j'ai toujours pensé, travailler avec mes patientes et puis accompagner. Et puis, je suis arrivée là-bas, waouh, directement à Némato et tout ça. Je me donnais coréenne. Je prenais le temps pour mes patients, je prenais le temps de faire des prises de sang, je prenais le temps de parler et de rigoler surtout, de mettre dans leur douleur, mettre un peu de la joie. Oui, d'humanité, quoi. D'humanité. Mais après, hein, quelle affaire? Après, on te dit, oh Marceline, tu es lente, tu rigoles beaucoup, il faut faire vite, tout ça et tout. Je me dis, mon Dieu, comment est-ce que je vais soigner mes patients avec mes principes? Et puis ici, dans la société, on me dit, il faut absolument aller vite. Mais je ne me suis pas découragée, hein. Je suis restée là-bas, mais tout le temps en poussant derrière, hein. Il faut que ça aille vite, il faut que ça fasse ça, ça, ça. Je n'avais plus le temps. Je n'avais plus le temps de parler avec mes patients et de les aimer, au fait. D'aimer les patients et d'être à côté d'eux. J'ai fait 3 ans à Némato, et puis après, je suis partie dans d'autres services et tout ça. Mais plus j'ai resté dans cette clinique, plus la pression montait. La pression montait, surtout toutes les infirmières, on devait faire vite, on devait travailler comme des machines, en fait. Hein? On était comme des robots. Hein? Vous voyez, on pousse sur le bouton, et puis le robot est en marche, et il s'arrête, je ne sais pas, 15 heures pour repartir. Ce n'était plus possible, ce n'était plus tenable. Je me dis, mon Dieu, je risque de mourir dans ces lieux, en fait. Je risque de mourir dans ces lieux parce que je n'avais plus le temps d'expanser ma joie, je n'avais plus le temps de parler avec mes patients, je n'avais plus le temps de toucher, de toucher mes patients. Je me suis dit, ah là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai commencé à perdre mon sourire, à perdre ma joie, à perdre mon éclat à l'intérieur. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Bon, j'ai changé de service. Attends, j'ai fait 15 ans. J'ai fait 15 ans toujours en changeant de service, en croyant que en changeant de service, ça va s'arranger. Mais plus ça ne s'arrangeait pas, au fait. Ça ne s'arrangeait pas, j'ai changé de service, il n'y avait pas moyen. Et puis, entre-temps, il y a dans un service où il y a un responsable qui me dit, Marceline, tu peux faire ton école des cadres. L'école des cadres, ce sera bien quand même pour toi, tu es dynamique et tout. J'ai fait mon école des cadres. Voilà, tout ça. Ah, est-ce que tu peux faire une spécialisation en manutention? J'ai fait la spécialisation en manutention. Malgré tous ces diplômes-là, je voyais que j'étais encore sous pression. Ouais, sous pression, tu n'es plus bien, malgré que tu as ton diplôme de cadre, tu as des spécialisations par-ci, par-là, même en maladie d'Alzheimer. Je me suis spécialisée en maladie d'Alzheimer, vous imaginez? Mais... C'était une référence. Oui. Et puis ensuite, je suis entrée en contact avec l'aromathérapie. Donc pendant la nuit, d'abord j'ai changé de service. Hein. J'ai changé plusieurs fois de service, mais après j'ai changé de temps de service. J'ai travaillé la journée et j'ai travaillé la nuit. J'ai travaillé la nuit en disant peut-être que la nuit, là je vais je vais faire à mon rythme, je vais être vraiment tout proche de mes patients, je vais faire ça, je vais me mettre au service du patient. J'ai commencé à travailler la nuit. Et la nuit, le travail aussi était intense parce que là, tu travailles toute seule et tu as une volante qui passe à des heures bien déterminées. Mais là, tu peux avoir 40 patients pour toi toute seule et tout ça. Mais je prenais quand même le temps. Je prenais quand même le temps parce que je savais que même si je suis en retard pour telle ou telle autre chose, je peux toujours les compléter moi-même. Mais c'est dans cette nuit, dans différentes nuits que j'ai faites, qu'il y a eu une infirmière qui était venue avec un livre d'aromathérapie. Alors, elle m'explique, moi je dis l'aromathérapie c'est quoi? Elle me dit mais c'est des huiles essentielles qui peuvent vraiment faire du bien, qui peuvent vraiment te guérir, qui peuvent te soulager, qui peuvent vraiment faire du bien dans le corps, augmenter le système immunitaire et tout. Et dans la nuit je me suis intéressée à ça et puis j'ai fait la formation chez Baudou. Donc tu as d'abord fait c'était pas les massages sensitifs? Non. J'ai d'abord l'aromathérapie. L'aromathérapie et puis entre-temps j'ai découvert dans l'aromathérapie qu'on pouvait
utiliser les huiles essentielles sur le corps. Ah oui. Alors je me dis, yes, ça, j'ai trouvé quelque chose. Parce que comme j'aimais bien toucher mes patients, je me dis, si je les touche avec les huiles essentielles, ça va être exponentiel. Et puis alors voilà, et puis j'ai commencé à faire tout ce qui est alternative. J'ai fait les massages sensitifs avec l'eau de camélie. Et puis après, j'ai fait la somatothérapie avec Jean-Louis Abrassard. J'ai fait alors, je me suis expansée un peu partout. Et puis chaque fois, ce qui m'a soulagé beaucoup, c'est chaque fois quand j'apprenais ça, et j'ai rentré le soir pour aller faire mes nuits, j'essayais tout ça sur mes patients. J'essayais tout cela sur mes patients. Et au lieu de leur donner des loramètres là pour les faire dormir, j'ai donné des huiles essentielles pour se détendre, Ouais. pour se sentir, pour se relaxer et tout ça. Et j'avais du succès dans la nuit, hein, parce que tous mes patients ils disaient « Oh, lorsque l'Africaine fait la nuit, Marceline, on est bien, on dort bien. Où est-ce qu'elle est ?» Parce que je faisais une semaine, je faisais une semaine sur deux. Ouais. Je faisais les nuits. Entre-temps, j'ai eu mes enfants, quoi, en fait. Ouais. Et alors, j'ai trouvé que chaque fois que je faisais mes massages avec des huiles essentielles, ça faisait énormément du bien. Et à moi et à mes patients. Ça faisait quelque chose d'un peu de spécial. Ouais. Et puis, à un certain moment, je dis, mais je dois le dire à tout le monde que ça fait du bien. Tu vois, j'étais tellement très dynamique et puis très engagée. Je me disais, il faut que tout le monde sache ça. J'ai chanté partout, j'ai parlé à mes collègues infirmières, j'ai parlé au médecin. Il dit, Marceline, écoute, arrête un peu avec tes petites odeurs. Je disais, mes petites odeurs. Mais enfin, j'ai dit, mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut y aller, il faut que tout le monde le sache. J'étais battante, quoi, vous voyez. Et puis pour finir, je t'assure, c'est pas évident, hein. C'est pas évident quand tout le monde ne suit pas. Et ils t'écoutent, mais ils disent, Marceline, tu as fumé la moquette ou quoi? Et après, petit à petit, je suis parvenue quand même à convaincre certaines infirmières. Comment? À dire que ça fait énormément du bien. Et un jour, un médecin gériatre qui me dit, mais Marceline, tu peux apprendre un peu, faire une petite conférence là avec tout le monde et on va venir assister pour voir un peu qu'est-ce que ça fait, ces odeurs, il disait, ces odeurs que ça fait. J'ai fait une conférence pour les mettre un peu au courant de ce que c'est l'aromathérapie et tout le monde était un peu, waouh, ça doit faire. Et tout le monde était un peu ébahi de voir que ces huiles essentielles pouvaient agir sur le corps et puis agir positivement. Mais il faut connaître les dosages, il faut connaître le mode d'emploi, quoi. Et puis c'était super. Et puis dès lors, on a dit, mais on va essayer un peu ces huiles essentielles avec les patients. On a essayé avec plusieurs patients et c'était très très positif. Et puis pour finir, ils ont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas demander à la pharmacie de commencer à commander ces huiles essentielles, comme ça les patients, s'il y a des patients qui ne sont pas bien pour se détendre, ou bien que ces patients sont confus, on peut prescrire par exemple l'orange douce, et puis d'autres huiles essentielles aussi pour apaiser. Et puis c'est ainsi que tout a été inscrit. Donc pour le moment, à l'heure où je vous dis, à Montgaudine, les huiles essentielles sont commandées par la pharmacie et puis on peut vraiment les prescrire pour chez les patients pour les soulager et tout. Et ça, c'était super. Ça, c'était super. Et ensuite, j'ai fait quand même introduire, j'ai aussi, on m'a demandé une fois de donner une formation aux équipes de gériatrie pour les apprendre à masser et puis à soulager les patients avec les touchés. Et puis ça, j'ai fait un lien avec moi parce que ma mère ne m'a pas beaucoup touchée. Je sais pourquoi maintenant je suis au maximum dans les touchés.
Et j'ai même créé une école, soins en conscience, où on soigne avec les sons et avec les touchés. Ouais. Je me suis vraiment complétée avec ça. Ça, c'est dans les thérapies parce que je me suis fait suivre beaucoup par des coachs et tout ça, et par des thérapeutes. Et puis, j'ai fait les liens. Pourquoi est-ce que j'aime bien toucher? Pourquoi est-ce que j'aime j'aime bien écouter les patients et tout. Et j'ai vu que parce que j'ai été en manque de toucher par ma mère et j'ai développé les touchés. Mais maintenant, quand je touche des gens, les gens croient que je suis leur mère. Parfois, ils disent, C'est ça. oh, ma Marceline, tu es comme notre mère et tout. Oui. Beaucoup de patients, ou bien beaucoup de mes patients à la clinique ou dans mon cabinet, quand ils sont comment, atteints, quand ils sont tristes ou quoi, je les prends dans mes bras et puis ils me disent, qu'est-ce que c'est doux, si tu es vraiment comme notre mère, tu nous touches vraiment d'une manière un peu spéciale, une manière enveloppante et rassurante. Tu es vraiment comme notre mère. Et ça me touche beaucoup parce que moi, je n'ai jamais été touchée comme ça. J'ai développé, c'est pour vous dire que tout ce qu'on a manqué par nos parents ou bien dans l'environnement où on a été, on a toutes les richesses, toutes les ressources sont en nous. Et quand on veut vraiment les développer, les mettre au service, on peut les mettre au service de soi-même et puis ensuite au service des autres. Oui, super. Ouais, finalement, c'est nos blessures qui nous donnent les clés pour ce qu'on est censé faire dans notre vie, quoi. Parce que c'est nos blessures qui nous poussent à chercher, à faire certaines activités qui nous passionnent, Pourquoi? Parce qu'on a soif de ça. Et puis, en tout cas, dans ton cas, c'est vraiment très flagrant. Et voilà, merci maman d'avoir partagé ce parcours remarquable. Et du coup, moi, je suis donc chanteuse, compositrice. Mon nom d'artiste, c'est Anna Winkin. Et j'accompagne aussi les personnes dans le développement de leur voix. C'était d'abord des cours de chant traditionnel au début, puis ça a vraiment évolué parce que moi, je suis vraiment passionnée de profondeur, de recherche intérieure. Se développer via notre créativité, aller chercher vraiment dans nos émotions, dans ce qui nous touche en profondeur. Et donc au fur et à mesure, mes accompagnements se sont vraiment dirigés vers des accompagnements où on va vraiment chercher en soi les mots qu'on a profondément besoin de chanter. Et alors, je fais chanter les personnes une fois qu'on a fait cette recherche. Et puis, il y a vraiment une libération émotionnelle qui se passe via la voix. Et un genre d'ouverture du cœur, on peut dire, pour vraiment se reconnecter à sa voix avec X. Et alors, c'est chouette parce que ça a toujours des répercussions sur la voix avec eux, sur le chemin de vie de la personne qui fait ce travail avec moi. Et donc moi, maman, j'ai suivi aussi dans mon parcours 2 années de ton école Soins et Sons en Conscience. Pas pour faire ma thérapie avec toi parce que c'est un peu trop compliqué de faire la thérapie avec ses parents, il faut qu'on fasse son chemin. Mais parce que je voulais prendre exemple sur toi, voir comment est-ce que tu gérais tes groupes, parce que ça va aussi bien chercher dans tes accompagnements. Et moi, ça, on a vraiment en commun, c'est que on est passionné de profondeur dans nos domaines respectifs. Et moi, je voulais voir comment tu faisais déjà pour toucher, pour amener les gens là où ils ont besoin de se regarder, là où ils ont besoin de se guérir à l'intérieur d'eux. Et je voulais voir comment tu les accompagnais une fois qu'on touchait ces zones fragiles en soi. Et donc, je t'ai vu vraiment faire magnifiquement bien, guider des groupes où il y avait vraiment des effusions d'émotions. Et puis alors, à la fin, les émotions sortent. On accompagne via le corps, via les cercles de parole, les échanges. Et puis après, il y a un soulagement, un apaisement. Et moi, c'était cette libération émotionnelle que je voulais te voir faire.
Et je te remercie parce que ça a bien contribué à l'accompagnante que je suis aujourd'hui. Et donc, par rapport à cet aspect libération émotionnelle, du coup, pour toi, par le corps, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la sonosomatothérapie et comment l'aspect libération émotionnelle se déroule dans ce cadre, dans tes soins et tout ça? Bon, on doit d'abord savoir que tout notre corps, nous sommes des sons. Nous sommes des sons, c'est-à-dire que quand, par exemple, nous sommes des sons, je vais vous donner l'exemple, par exemple, quand on a une guitare, et pour vraiment que la guitare chante vraiment correctement, il faut vraiment mettre tout à la hauteur, harmoniser, l'accorder. Alors, quand la guitare est accordée, et puis chanter vraiment très bien, il n'y a pas de problème. Nous aussi, nous sommes des sons. Quand nous sommes malades, c'est-à-dire que nos cordes sont désaccordées. Hein? Notre son ne va pas chanter juste. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par les sons. Les sons parce que quand on utilise un son, c'est pour aller vibrer dans tout notre liquide physiologique, dans toutes nos cellules, pour aligner les cellules et tout notre corps. Et alors, je travaille avec les bols tibétains. Ça, c'est vraiment les premiers sons avec lesquels j'ai travaillé. Les bols tibétains, on a vu que les bols tibétains, quand par exemple, on met de l'eau dans un bol tibétain et qu'on va faire fonctionner le bol tibétain, il y a toute cette eau qui rentre en mouvement. C'est l'eau qui montre les méandres et tout ça pour harmoniser, et on voit que l'eau qui pétille. Alors, avec ça, j'ai fait beaucoup d'expériences. Et alors, on peut mettre le bol sur le corps pour aller vraiment harmoniser les corps, équilibrer les corps, soulager les corps. Parce que si on met le bol sur le corps et on fait fonctionner le corps, on fait... comment est-ce qu'on appelle ça? Faire résonner les bols, on va voir que les corps de la personne à l'intérieur, tout bouge. Et quand ça bouge, quand ça vibre, quand toutes ces fréquences rentrent dans le corps, et la personne peut aller toucher tout ce qui ne va pas dans le corps pour être aligné. Et puis en plus de ça, quand on met les touchés dans le corps, ça devient exponentiel. Pourquoi? Parce que le corps, c'est un instrument magique. Hein? Notre peau, c'est vraiment une enveloppe qui a tout capté, tout enregistré, tout vraiment accumulé dans le corps. Hein? Quand on a des tensions, quand on a été insulté par ses parents, ou bien quand on a été violé par l'une ou l'autre personne, mais quand on dit « Ah, mais c'est passé », ça ne passe pas, ça reste dans le corps. Et quand ça reste dans le corps, moi, en tant que sonosomatothérapeute, je peux mettre les sons, et puis je peux aller avec mes mains pour aller trouver, pour chercher où se trouvent tous ces blocages. Hein? Ces blocages peuvent être dans le corps, parce que parfois on voit les gens qui sont comme ça, les gens qui sont comme ça, et tout ça. Le Créateur ne nous a pas créés comme ça. Il nous a créés avec un corps vraiment bien posé. Et quand on est comme ça, c'est parce qu'on a été coincé dans la société, dans les endroits où on a été. Et puis alors moi, je travaille avec les sons et je travaille aussi avec les massages. Et ça m'a beaucoup élevé. Et donc, quand tu atteins ces zones qui ont besoin d'être touchées, conscientisées dans le corps, c'est là que il y a des libérations émotionnelles intenses, ce qui se passe et que tu accompagnes. Oui, tout à fait. C'est à ce moment-là, quand je touche l'endroit qui a enregistré beaucoup de tensions ou beaucoup de choses très négatives, c'est à ce moment-là que la personne rentre en contact avec. Parce que tous les jours, il se promène avec, il dit « Ah, mais je ne me sens pas bien, mais il ne sait pas pourquoi. » Mais alors, à ce moment-là, quand on va toucher les nœuds, et alors la personne va rentrer en contact avec ça. Et puis, alors c'est là où il y a une explosion émotionnelle. Et puis, alors, on commence à accompagner ça par la parole, par la douceur. Et à ce moment-là, la personne se libère
Et par exemple, on peut trouver un caillou, par exemple, il y a des gens qui disent oh là là, c'est un caillou, ou bien c'est une roche, ou bien la sensation de ces blocages. Alors, quand on va transformer cela par la parole, oui, la la respiration, les sons, parfois on peut chanter les mantras, parfois on peut mettre beaucoup d'instruments, ça peut se transformer, ça se transforme souvent en légèreté, en douceur. Oui. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi. Oui, et alors, quand on soulève, quand on enlève cette partie, cela ne veut pas dire qu'on va enlever toutes les parties parce qu'on a emmagasiné pendant longtemps. Oui. Donc, on enlève une partie, pas une partie, mais la première enveloppe. Oui. Et puis après, la personne peut se sentir bien dans la vie pour poursuivre, pour avancer dans la vie, pour faire une évolution personnelle, une croissance personnelle, quoi, en fait. Et c'est ça. Donc, les sons et les touchés, ça déménage. Ça déménage. Ça fait du bien. Ça fait évoluer. Donc, super. Et ben ça, c'est aussi quelque chose qu'on a en commun, la libération émotionnelle dans notre travail. Toi, via le corps, moi, avec la voix. Et du coup, on va vous parler un petit peu du désert parce que moi, c'est la 4e fois que je vais y aller. Et cette fois-ci, avec ma mère, c'est une grande première. Et du coup, moi, mon travail, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment d'accompagner les gens à trouver les mots qu'ils ont besoin de chanter, de crier, de pleurer, pour vraiment libérer son expression personnelle et oser exister, sentir sa présence et son ancrage en soi. Et donc dans cette retraite dans le désert, moi ce que je vais proposer, ça va être, il y aura des cercles de parole, ça on les animera ensemble. Et puis moi je vais proposer de la méditation chantante où on va faire un peu des sons, je vous proposerai des différents chants pour se connecter à soi. Et il y aura aussi des petits moments d'écriture et d'introspection. Et alors le cœur de ce que je propose, ce sera les cercles libération émotionnelle par la voix. Et il y en aura au moins un sur la semaine. Ça, c'est toujours un petit peu le rythme de la semaine et dans lequel on est dans le désert qui tranche sur l'organisation qui se fait de façon assez organique sur la semaine, mais il y aura certainement un cercle libération émotionnelle par la voix qui est à vivre, parce que c'est difficile de l'expliquer vraiment très concrètement ce qui se passe, mais ce que je peux dire, c'est que je vous accompagne vraiment dans la voix pour que votre voix s'ouvre, qu'elle se connecte à votre cœur et que vous puissiez libérer les mots et les sons que vous avez besoin pour dans votre cheminement présent. Donc voilà, ça c'est ce que moi je vais proposer. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites proposer? Qu'est-ce que tu vas proposer dans cette semaine, maman? Alors, cette semaine, d'abord, je suis déjà très contente que je serai avec vous. Oui. Vous qui me regardez, venez avec moi. Vous qui me regardez, là, venez avec moi. Donc, ce sera une semaine où on va recharger les batteries. Oui, déjà. Parce que je sais que nous, les femmes actives ou non actives, on est toujours dans la course, on est toujours avec 1001 choses, on est les femmes à 1000 bras. Oui, oui. Hein? Donc là, ça va être... Qu'est-ce que je vais proposer, moi? D'abord, je vais proposer, il y aura des touchés debout sur les sables. Ah oui. Hein? On va se toucher d'abord vraiment dans la bienveillance et dans la bientraitance, au lever du soleil, comme aussi dans la nuit, pour vraiment reconstituer notre corps qui est déchiqueté. C'est connecté Vous voyez, c'est connecté au corps. C'est connecté à l'être que nous sommes. C'est connecté à notre âme. Donc, il y aura des touchés. Les toucher d'abord à l'autre, toucher dans la bienveillance, faire un nettoyage du corps avec nos mains et faire le nettoyage du corps avec les mains de l'autre, avec le corps de l'autre. Et puis, on va vraiment se soutenir pour qu'on puisse se sentir. Hein? Sentir la peau, sentir les vibrations, les fréquences de la peau. Et là, ça sera vraiment exponentiel. J'aime bien utiliser ces mots parce que je trouve que
Oui, c'est ça te beau. représente bien. Et puis, marcher dans les sables, faire des méditations, marcher dans les sables, sentir les sables, respirer et être à notre rythme. Parce que notre rythme, on peut le dire là, parfois c'est difficile de trouver notre rythme. Même quand on dit, je vais trouver mon rythme, c'est pas évident. Mais là, on n'aura rien. Ce sera le silence, contact avec les sables, dormir à la belle belle étoile, sous étoile, la tente. et puis se frotter les corps, se frotter les corps dans les déserts. Je vous assure qu'il faut venir, ça va barder, ça va être gay. Magnifique. Ça va être vraiment bien. En tout cas, je vous demande de venir faire cette expérience avec moi. C'est un moment de révélation. Et puis, c'est un moment où il faut ouvrir les cœurs pour que l'univers parle. Oui. En silence et dans la douceur. C'est ça. C'est vraiment un cadeau qu'on s'offre dans ce rythme un peu effréné dans lequel on peut se trouver dans la vie. Aller dans le désert, c'est comme si ça mettait un stop. Et on a le luxe, parce que oui, en fait, c'est un luxe, d'avoir aucune connexion téléphonique, Internet pendant 4 jours. Et du coup, pour la tête, le système nerveux, au début, ça fait bizarre parce qu'on a toujours envie de regarder son téléphone. Mais une fois que les premières 24 heures sont passées, alors le mental lâche et puis on a devant nous la grande étendue de sable. Et c'est juste une sensation magnifique. Et donc en plus de nous deux, eh ben, il y aura aussi l'équipe des chameliers et on aura Ali qui va nous accompagner, qui est un guide du désert avec qui je travaille, enfin avec qui j'ai fait ses retraites depuis 2-3 ans. Et alors lui, c'est vraiment une présence solaire et il connaît le désert comme sa poche. Et donc on se sent en parfaite sécurité vraiment avec lui et ses hommes qui s'occupent de nos bagages. Les dromadaires portent nos sacs. Il y a un dromadaire par personne. On fait environ maximum 2 heures de marche par jour. Et si on est trop fatigué, on peut même demander de ne pas marcher certaines journées. Et si imaginons qu'on est en train de marcher et que quelqu'un est fatigué, elle peut aller sur le dromadaire et se laisser porter et observer la vue et profiter du voyage sans devoir se fatiguer. Et alors on partage aussi des moments avec eux, avec les hommes du désert, où voilà, il y a des rituels nomades qui nous partagent. C'est vraiment une expérience magnifique à s'offrir. Donc voilà, c'est la toute première fois que l'école Soins et Sons en Conscience propose une retraite dans le désert marocain. Donc il faut profiter de cette opportunité unique de vivre ce voyage parce que ça le sera vraiment. Et quand on va dans le désert, en tout cas moi je peux vraiment vous le dire d'expérience, on en revient vraiment transformé. On a une connexion à soi renforcée, on accepte beaucoup mieux la lenteur. L'écoute profonde de soi, enfin voilà, chacun va vivre le désert à sa manière, mais à chaque fois je peux vous assurer qu'on en revient vraiment transformé. Donc on vous invite avec joie à vivre cette aventure avec nous. Je mets toutes les infos dans le lien sous la vidéo ou dans la bio parce que ce sera sur YouTube et Instagram cette vidéo. Est-ce que maman, tu veux dire encore un truc ou Oui, en tout cas, ce que je vais encore dire, c'est que on va, comme on a déjà vu, on va vivre des moments extraordinaires, mais je vous invite, je vous exhorte vraiment de venir vivre cette retraite de quelques jours, qui va nous donner une révélation de qui nous sommes, nous donner une révélation pour l'espérance future, parce que dans le monde ici, le monde est vraiment chamboulé de beaucoup de choses. Ça aurait été que 4 jours, 5 jours pour vraiment se connecter, pour voir quel est votre rôle dans ce monde. Qu'est-ce que vous pouvez amener comme une petite graine dans ce monde pour que le monde se stabilise, pour que le monde retrouve l'être. Vraiment. Ouais. Super. Eh ben,
sur ces bonnes paroles. Merci. Merci, on de vous nous avoir remercie. écoutés. Voilà. Et vous allez nous écouter encore souvent. Voilà. Alors, avec son travail, moi aussi avec mon travail. Et je vous exactement. promets maintenant que je serai sur les réseaux. Voilà. Voilà. Promesse faite. Ah, promesse faite. Voilà. Promesse faite. On s'engage. Voilà, on s'engage. Prenez soin de vous et on se retrouve dans le désert. Merci. Merci. Namasté. Namasté.